Bonjour à tous, j'espère que vous passez une très très belle après-midi à l'écoute des programmes de France Bleu Vaucluse en ce dimanche après-midi ensoleillé. Nous avons désormais rendez-vous tous les dimanches de 16h à 17h avec le parc naturel régional du Luberon afin de retrouver les chroniques que vous écoutez tous les jours à 13h45 sur France Bleu Vaucluse. Je vous souhaite une belle après-midi à l'écoute de nos programmes. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Avoir réfléchi sur la nécessité d'un parc naturel régional en Luberon, c'est Marc Dumas. Marc Dumas que j'ai eu le plaisir de rencontrer à son domicile au Moulin du Parer à Saint-Martin-de-Castillon afin qu'il me dise si ses racines et son attachement à ce territoire avaient véritablement compté dans cette passion, cette volonté de créer ce parc du Luberon. Mes racines, c'est important, mais c'est pas le plus important. C'est les racines de ces hommes, c'est l'identité de ces hommes, de cet arrière-pays. Donc je crois qu'il faut faire tout de suite le rappel à la mémoire de celui qui a su le réveiller. Tout de suite après la guerre, dans les années 50, c'est Pierre Martel. C'est lui qui a fait prendre conscience de la valeur de ce territoire qui était, je crois, à cette époque-là, déserté par 3 ou 4 hémorragies qui ont été d'abord, n'ayons pas peur des mots, des campagnes napoléoniennes qui ont commencé à vider les hommes de ce pays. Ensuite, la guerre de 70, l'inévitable guerre de 14 qui a été une hémorragie absolument sanglante, plus 39-45 qui n'a pas arrangé les choses. Donc ce pays se réveille là avec des villages à vendre, des bassines à vendre partout. Qu'est-ce qu'on allait en faire? La deuxième conjugaison, c'était les projets d'aménagement du territoire. Il faut dire que la 4e puis la 5e République avaient une politique d'aménagement du territoire. On l'a peut-être un peu oublié cette fois-ci. C'était le complexe de Fos, le Grand Delta. Et nous avons été tout de suite, je dis nous, parce qu'à ce moment-là, dans les années 55-60, je rentre du service militaire et tout de suite, j'adhère aux idées à la fois qui étaient autour de Pierre Martel, c'est-à-dire de ceux qui déjà pensaient qu'il fallait faire des réserves pour protéger l'essentiel de la vie qui existe encore dans ces pays-là et faire attention que l'urbanisation et l'industrialisation qui à ce moment-là se mettaient en place pouvaient porter atteinte à ces territoires qu'il fallait préserver pour l'homme. Il y avait cette démarche humaniste. On peut dire que c'est ce qui a initié progressivement ce qu'est aujourd'hui le parc naturel régional du Luberon. Absolument. Les parcs naturels régionaux sont nés dans ce pays. Ils sont nés dans plusieurs colloques qui ont été d'abord celui de Lyon et de Paris. Mais les grandes journées d'études, celles de l'URSS et celles de Lourmarin, dans les années à la fois 61 et 66-67, ont été déterminantes. Sans compter que la ville d'Apt, je crois, peut s'enorgueillir d'avoir été aussi une des fondatrices. Pourquoi? Parce que si vous allez au-dessus du bureau du maire, vous allez vous apercevoir que la première assemblée générale qui a eu lieu dans le peu de lumière, elle a eu lieu à Apt. La première journée d'études des parcs naturels, ou des parcs plutôt culturels, comme on les appelait, ont eu lieu à Apt en 1969. Il faut prendre conscience que ce pays a été un des pionniers avec peut-être les Cévennes et le parc du Vercors qui commençait à se mettre en place aussi. La charte du parc, notamment, nous sommes à la 3e, elle se réécrit, ce qui la rend vivante, a été, je crois, l'exemple de beaucoup de chartes dans les parcs, non seulement de France, mais du monde entier. J'ai pas peur des mots. Des Boliviens, une délégation de Chinois est restée 15 jours dans le Luberon pour voir ce que c'était qu'un parc naturel régional. Des Russes, dans un grand parc naturel russe, il y a la photo de Gilbert Plat, qui a été le premier directeur. Et là aussi, je veux évoquer un vieil ami avec qui j'ai beaucoup travaillé. Gilbert, qui a été le premier président de ce parc naturel régional, a fait un travail considérable. C'était un homme de grande valeur et de grande honnêteté intellectuelle qu'il faut saluer au passage. C'est dans ce pays que nous avons élaboré l'esprit, la philosophie des parcs. Je suis toujours en compagnie de Marc Dumas qui nous explique comment les élus ont perçu à sa création le parc naturel régional du Luberon. Marc Dumas. Ça a été très difficile parce qu'il n'y avait pas de clivage gauche-droite, mais une distance prise vis-à-vis, je dirais, du pouvoir que chaque élu a dans sa commune. Ça a été vrai même pour l'ONF. Un parc national, c'était l'affaire de l'ONF. Et quand l'ONF a entendu parler des parcs naturels régionaux, il a fallu 10 ans pour les convaincre qu'on devait travailler ensemble. Et qu'un parc naturel régional, c'était un territoire où le développement humain et culturel n'était pas exclu.
c'était pas une sanctuarisation du territoire. C'était aussi du développement économique, qui évidemment n'allait pas contre la protection de la nature, de l'environnement, une certaine, exigence de qualité. Mais les politiques, ils y sont venus très doucement. D'abord, je dois dire qu'il y a eu 2 phénomènes, je crois qu'il faut rappeler dans cette histoire. Le premier, ça a été, aussitôt qu'on a parlé de l'étude du parc, il y a eu la création d'une association de défense, la défense des propriétaires. Alors ça a été surtout les villages de Sivers, de Auribeau, Casselet, il y a un résiduel d'ailleurs, c'est Lyon même. Depuis, il y en a qui sont venus au parc, on m'annonce même que d'autres vont rentrer. Il a fallu du temps à ces gens-là pour assimiler ce qu'était dans l'esprit un parc. Ils se sont imaginés qu'on allait les empêcher de chasser, les empêcher de ceci, pas du tout, ils chassent au sanglier plus que ceux qui ils y chassaient, donc ils chassent pas moins. C'est très curieux, je me rappelle, aux premières journées d'actes, il y avait un maire de droite et un maire de gauche. Et c'est les seuls qui se sont dérangés. C'était très curieux. Donc il n'y avait pas de clivage politique. Et puis petit à petit, il y a eu, je crois, 2 phénomènes qui ont fini par faire prendre conscience. Le premier phénomène, c'est l'arrivée des missiles. En 1965, l'État français décide qu'on va installer des missiles sur le plateau d'Albion. Or, le projet Martel, c'était pas le Luberon. C'était tout au moins pas uniquement le Luberon. C'était 3 parcs fédérés avec une seule maison, ce qui aurait évité peut-être d'avoir ce millefeuille français. Luberon, Ventoux, Lure. C'est Daniel Gilles qui nous rejoint. Daniel Gilles, véritable spécialiste du parc naturel régional du Luberon, pour y avoir travaillé pendant de longues années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, Daniel ? Oh, bientôt 30 ans. En juin 72, j'ai lu un numéro spécial du Nouvel Observateur à l'occasion de la conférence de Stockholm, la première conférence sur l'environnement. Et ça s'appelait déjà la dernière chance de la Terre. C'est-à-dire à 40 ans, on parlait déjà de la dernière chance de la Terre et malheureusement, on n'a pas vraiment entendu le message. Moi, je suis d'abord venu m'établir dans le Luberon. J'étais agent d'assurance. Et puis, un poste s'est libéré au parc et j'ai fait la demande et voilà. Comment, en quelques mots, peut-on définir, en 2013 aujourd'hui, le parc naturel régional du Luberon ? Je pense que le public a tendance à raisonner un peu comme si c'était une administration. En fait, un parc, ce n'est pas une administration. Prenons le cas d'une association de loi de 1901. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des particuliers qui ont décidé de défendre une cause. Ils se sont mis ensemble, ils se sont mis d'accord sur des objectifs, des statuts, etc. Un parc, c'est un petit peu la même chose, sauf que ce sont des collectivités locales, dans ce cas la région en premier lieu, les 2 départements du Vaucluse et des Alpes-de-Provence et un certain nombre de communes qui se sont mis d'accord sur des objectifs de développement durable. On est dans une région peuplée, il faut à la fois préserver l'environnement, mais aussi faire que des gens puissent y vivre. Et le parc, il est plutôt là pour réfléchir, inventer des solutions dans cette direction-là, plutôt que pour administrer, gérer un territoire. Un parc, c'est plus de la matière grise. Donc, la notion de nature, de faune, de flore, bien sûr, mais aussi la notion d'homme et d'homme dans un territoire donné. La notion de patrimoine, plus largement, c'est-à-dire à la fois le patrimoine naturel, le patrimoine paysager, et dans le Luberon, on est gâté de ce point de vue-là, le patrimoine humain, pourquoi pas, la culture, tout ça, c'est une richesse qui est fragile, menacée à l'époque moderne. Comment est-ce qu'on, non seulement on le protège, mais on s'en sert, on le valorise et on essaie de s'en servir pour le développement économique durable, on va dire. Bon, ça, c'est un discours qui passe bien aujourd'hui, mais il y a une trentaine d'années, le discours, il passait moins bien, notamment auprès des agents immobiliers. Le parc a été créé en 1977, il concerne le département du Vaucluse et des Alpes de Haute-Provence. Est-ce que toutes les communes ont finalement progressivement adhéré ou pas ? Il y a eu une adhésion progressive, c'est-à-dire que, si je me rappelle bien, au tout début, il y avait 39 communes. Aujourd'hui, on doit être à 77, tout simplement parce que l'idée a progressé et que petit à petit, on a agrandi le territoire. Parce qu'en fait, le territoire du parc, contrairement à ce qu'on pourrait aussi penser, en fait, il n'est pas défini à l'avance par l'État ou par qui que ce soit. C'est simplement l'adhésion des communes qui définit les contours du territoire. Et les communes qui n'ont pas voulu adhérer, je pense à Auribeau, je pense à Vitrolles-en-Luberon, par exemple, qu'est-ce qui les a retenus ? Les contraintes peut-être, ou le ressenti dans la contrainte ? On est en démocratie, tout le monde a le droit d'avoir les opinions qu'ils veulent, mais bon, il y a souvent des questions de contraintes voulues ou pas, des chasseurs, des choses comme ça, des gens qui s'imaginent que parce qu'il y aura un parc, on va leur imposer des choses, ou on va les empêcher de faire certaines choses. Ce sont souvent des très petites communes. Daniel
Daniel Gilles est avec nous afin de nous dire comment les mentalités ont évolué au niveau de ce parc du Luberon qui, au début, il y a 35 ans maintenant, a fait quand même grincer quelques dents. Ça c'est certain. Moi je me rappelle avoir reçu il y a quelques années un journaliste parisien d'un grand magazine qui me disait qu'il avait vu un agent immobilier qui lui avait dit merci au parc du Luberon d'avoir fait cet écrin pour nos réalisations. Moi, je peux vous dire que 20 ans auparavant, il n'aurait pas tenu du tout le même discours. Qu'est-ce qui se serait passé sans le parc ? Quand le parc s'est créé, il y avait déjà un élan sur le tourisme, les résidences secondaires. Probablement qu'il y aurait beaucoup plus de lotissements, le paysage serait beaucoup plus mité. La seule obligation qui était dans la première charte du parc, en 1977, pour les communes, c'était d'avoir un plan d'occupation des sols. C'était vraiment quelque chose de très très important. Jean-Pierre Bringer, donc le chargé de mission qui a rédigé cette charte, a vraiment fait du bon travail. Le parc, dès le début, s'est attaché avec un service architectural à faire que les constructions se concentrent surtout autour du bâti existant, qu'on évite de miter le territoire agricole. Enfin voilà. Si le parc n'existait pas, probablement qu'on aurait beaucoup plus de constructions à droite et à gauche. Et probablement, on ne serait peut-être pas au niveau des Baléares, mais bon, c'était un risque quand même. À l'époque de la création du parc, il y avait quand même un projet de Mercedes-Benz de faire 2000 lits du côté de Sivergue. Une fois qu'on aurait fait des trucs comme ça, on n'aurait pas pu empêcher tout un tas d'autres choses. Il a fallu faire face aussi à la densité de population qui a augmenté, au développement touristique. Comment le parc s'y est pris par rapport à ce développement, par rapport à l'attrait finalement du Luberon aussi? De toute façon, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de créer les conditions d'un tourisme, pas d'un tourisme de masse, mais d'un tourisme plus intelligent, un tourisme des découvertes, basé plus sur le randonnée, sur le patrimoine, des choses comme ça, que justement sur du bâti à tout va, pas cher, et sur la consommation simplement de soleil, de petits oiseaux. Voilà. Est-ce que le parc maintenant, sur tous les grands projets, est systématiquement consulté ou pas? Disons que le parc, depuis sa création, les parcs en général d'ailleurs, sont entrés dans le paysage et puis ont maintenant une légitimité. Et maintenant, il est même légalement consulté sur le permis de construire, centaines de choses comme ça. Il est consulté, je précise encore une fois, parce que beaucoup de gens pensent que c'est le parc qui fait la loi dans ce domaine-là. Non, la consultation est obligatoire. Et puis le parc, maintenant, son jugement a du poids parce qu'on s'est rendu compte qu'au fil des ans, c'était pas si bête que ça de vouloir protéger tout en valorisant. On parlait tout à l'heure des constructions, on parlait des agents immobiliers. Le parc intervient aussi pour qu'il y ait une vraie cohérence par rapport au paysage des maisons, par rapport aux constructions que nous avons ici. Sans le parc, ça serait complètement l'anarchie, non? Dans un parc, il y a des plans d'occupation des sols, maintenant des PLU, comme dans tout le territoire français. Simplement, le parc a un conseil architectural, a une doctrine sur l'urbanisme, sur la construction, etc., qui est de plus en plus écoutée. Ces architectes font des permanences dans les mairies. Tout ça, ça donne une cohérence à la fois sur l'urbanisme et sur les constructions. Afin de terminer notre rendez-vous en ce dimanche soir sur France Bleu Vaucluse avec le parc naturel régional du Luberon, Daniel Gilles nous parle de ce qu'on a pu appeler à l'époque le syndrome Fosse-sur-Mer. Oui, tout à fait. Fosse-sur-Mer, c'est une des raisons qui ont poussé à la création du parc. Les élus, pas tellement sur les questions de pollution, mais sur une espèce de crainte de devenir un petit peu l'espace vert de cet énorme complexe industriel. De toute façon, au départ, les questions de pollution, les questions d'environnement, c'est la base de la création du parc. Le Calavon, la pollution du Calavon, ça a été une des choses qui ont fait prendre conscience aux populations, aux élus qui avaient des problèmes qui existaient sur un territoire qui avait l'air d'être un peu à l'écart des pollutions les plus importantes. De là est venue toute une série de choses. Il y a un service eau et rivière qui fonctionne, il y a un syndicat de rivière qui a été créé sur le Calavon, il y a d'autres cours d'eau dont on s'occupe, et puis voilà. Un parc, c'est plutôt là pour faire de la prévention, de la sensibilisation, que pour être les pompiers des services, intervenir quand l'incendie est là, quoi. J'ai lu récemment que du côté de Pertuis, il y a eu une revalorisation du patrimoine qui a été faite, notamment au niveau des remparts. Est-ce que le parc joue un rôle important là-dessus? J'ai entendu dire qu'il y avait eu des personnes qui avaient construit tout près des remparts sans forcément préserver le patrimoine naturel, architectural de la ville de Pertuis. Le parc a un vrai rôle à jouer dans cette conservation du patrimoine naturel de certaines villes. De deux façons, je dirais. D'une part, lorsque les communes élaborent leur plan d'occupation des sols, le parc est là, et notamment les conseillers architecturaux, pour donner leur point de vue, de faire que le patrimoine reste protégé, sans non plus le mettre sous cloche. Et puis la deuxième chose, c'est que le conseil architectural du parc aide les communes à restaurer aussi ce patrimoine. On est sur le plateau des Claparèdes. Moi, j'ai habité pendant 15 ans à Seignon et j'ignorais complètement qu'il y avait des remparts au nord, et c'est le parc qui a conseillé la communauté de communes pour faire les travaux. Et maintenant, on a des remparts qui sont tout à fait étonnants. Donc le parc aide aussi les communes à valoriser ce patrimoine, et directement le patrimoine lui-même, et pas seulement l'environnement. Et le patrimoine agricole aussi. Il y a un grand débat ici depuis de nombreuses années, face notamment à la demande touristique entre faut-il vendre, ne faut-il pas vendre les terres, etc.
Comment le parc se positionne là-dessus de manière à essayer de raisonner un petit peu tout ça, préserver l'agriculture d'un côté, mais aussi ne pas forcément empêcher le développement touristique, parce qu'on est dans une région quand même où le tourisme joue un rôle important. Oui, absolument. La première charte du parc insistait pour que le commune ait un plan d'occupation des sols et pour qu'elle préserve le terroir agricole. La première action du parc en faveur de l'agriculture, ça a été de défendre l'outil de travail. Bien entendu, ça a été aussi de développer un tourisme où l'agriculture, ou en tout cas les paysages agricoles, soient considérés comme un atout. On a développé des choses comme les gîtes ruraux, des choses comme ça. Un des intérêts d'un parc naturel régional, c'est qu'on est sur une logique de territoire. On n'est pas sur une logique sectorielle. On prend un territoire et on essaie de concilier un peu toutes les activités possibles. Voilà. C'est un territoire d'excellence qui a des produits d'excellence. Et par exemple, les vins du Luberon s'appuient beaucoup sur cet aspect-là. C'est la seule appellation qui est entièrement comprise sur le territoire d'un parc naturel régional. Ils s'en servent beaucoup. Et ça marche pour beaucoup de notre produit. Le parc naturel régional du Luberon à l'honneur à nouveau demain à 13h45 sur France Bleu Vaucluse. J'aurai le plaisir d'accueillir Laurent Leny, son directeur actuel, qui nous parlera des missions du parc et de l'équipe qui l'entoure afin d'adapter au contexte local toutes ces missions d'un parc naturel régional. À demain, belle fin d'après-midi à l'écoute de nos programmes.